Madame Anna Lindh, pendant toute sa vie, et avant qu'elle n'ait été assassinée, a travaillé à la mise en place de ces passerelles entre les décideurs et les sociétés civiles. Et elle a également été très engagée dans la construction d'un espace euro-méditerranéen tiré, conçu et organisé autour d'une logique qui est celle de la réciprocité, de la co-responsabilité et du partage des cultures. Et la Fondation Anna Lindh est porteuse et elle a une feuille de route qui justement reprend toutes ces orientations et tous ces engagements. Vous savez, quand il y a 2 ans nous avons décidé la réalisation de ce rapport basé sur ce grand sondage qui a été fait pour nous par l'Institut Gallup, notre objectif était simple. Notre objectif était de pouvoir apporter aux décideurs de l'Union pour la Méditerranée, les 43 chefs d'État, les 43 gouvernements, les 43 pays qui sont porteurs de ce projet, de leur apporter une feuille de route. Une feuille de route qui ne soit pas celle de l'instrumentalisation ou de simplement la répétition de tout ce que l'on a entendu ou voulu nous faire entendre sur un espace méditerranéen constamment à la recherche de son unité, constamment à la recherche de sa cohérence et constamment en perte de toutes les valeurs qui s'identifient à la référence méditerranéenne. Nous avons voulu faire une sorte d'état des lieux. Où est-ce qu'on en est dans la perception des uns et des autres, ou pas les uns par rapport aux autres? Où est-ce qu'on en est de la construction de ce grand projet quand chacun évoque à la fois son identité, sa religion, sa culture, sa civilisation? Est-ce que toutes ces spécificités contribuent à plus de convergence, ou est-ce qu'elles sont au contraire, comme on a voulu nous faire croire, facteurs de divergence? Nous voulions un outil scientifique, nous voulions un instrument objectif, nous voulions un rapport qui nous aide à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Nous voulions un rapport qui soit celui de la vérité, et non pas celui des clichés, et non pas celui du débat politicien, et non pas celui qui a malheureusement tiré l'ensemble de la communauté internationale et beaucoup d'entre nous, toutes ces dernières années, vers la régression, vers l'archaïsme, vers une logique de rupture plutôt qu'une culture de la synthèse, vers une perspective qui était celle du choc au lieu de celle de l'altérité et du respect des uns par les autres. Ma surprise, ma découverte, mais qui me réconforte, c'est qu'il y a une très grande cohérence et une très grande similarité entre le Nord et le Sud quand on en vient à, je dirais, commenter ou se référer, par exemple, aux religions ou aux cultures ou aux civilisations. Le rapport fait apparaître une très grande diversité. Le rapport fait apparaître, par exemple, pour les pays du Sud, un très grand attachement aux facteurs religieux, le facteur religieux étant conjugué ou rationalisé de façon différente au Nord. Mais dans les deux cas, au Sud, avec sa spécificité, ou au Nord, avec sa réalité, il y a convergence à partir de ce constat autour d'un projet qui est celui de l'Union pour la Méditerranée, et il y a aussi convergence entre la conjugaison qui est faite de la religion et des valeurs universelles qui sont celles de l'écoute, de l'altérité, de la liberté. Et là, on va se rendre compte enfin que la religion n'est pas le sujet ou la raison ou le facteur de nos différences, de nos conflits ou de nos complexités. Ce que l'on constate, c'est qu'au Sud, par exemple, l'attachement religieux s'accompagne et se conjugue avec les valeurs qui sont celles que le Nord revendique, de la diversité, de l'écoute, de la convivialité,
qui s'attachent à l'exercice de nos spiritualités. Donc je crois que ce rapport remet en place toutes ces données. Et je crois que ce rapport, qui est un rapport vérité, qui, encore une fois, à aucun moment n'a reculé devant l'obstacle et n'a succombé à la, disons, à la tentation de mettre les choses délicates sur le côté, nous avons été très exhaustifs, nous avons été très ambitieux et nous avons été très audacieux. Les bâtisseurs ou les prescripteurs ou les promoteurs de l'Union pour la Méditerranée avaient besoin d'une feuille de route, avaient besoin d'éclairer le paysage, avaient besoin de savoir, avaient besoin de mesurer l'appétit que ces 750 millions de personnes qui composent le bassin démographique de l'Union pour la Méditerranée pensent de cette union. Est-ce qu'ils y adhèrent ou est-ce qu'ils la rejettent? Et s'ils y adhèrent, pourquoi? Et s'ils la rejettent, qu'est-ce qui motive ce rejet? Et ils avaient besoin de savoir aussi un peu plus sur la personnalité très souvent ignorée ou instrumentalisée, qui fait à la fois le comportement, la détermination ou les engagements des pays du Sud. Ce rapport fait apparaître également un très grand fossé. S'il y a un choc qu'il constate, ce n'est pas celui des civilisations, c'est celui des ignorances. Et ce rapport nous donne un outil, nous apporte un outil et nous donne la capacité d'aller aujourd'hui dans une direction qui va nous permettre d'abord de relativiser les choses, de mieux les comprendre et de nous aider à traiter avec plus d'efficacité, je l'espère, et avec plus d'objectivité les questions fondamentales que l'on se pose quand il s'agit de faire mettre en relation l'islam et l'Occident et quand il s'agit de réunir dans le même projet les 27 pays de l'Union européenne et les 16 pays de la rive sud, en majorité inscrits dans l'espace arabo-musulman. Moi, je vois dans les conclusions du rapport, et notamment dans la réponse très positive et très nettement positive qui est exprimée par rapport à la perspective de l'Union pour la Méditerranée, j'y vois beaucoup de promesses et j'y vois plus d'éléments de convergence que de divergence.